Bonjour à tous, bienvenue sur Crossover avec Geoffrey et moi-même. Salut Pat, en forme pour l'émission? Toujours. Aujourd'hui, on va vous parler de l'actualité basket, un peu du classement Ouest et Est, et on va pas parler de la course La course au MVP, voilà exactement. Et une petite rétro. Petite séquence rétro, donc ça on vous dira le joueur à la fin, on va pas le dire tout de suite. Non. Juste ce qu'on peut dire, c'est que c'est un gars qui a porté un uniforme vert Et c'est un très avec joueur. un trèfle. Voilà. Et un très 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 grand joueur de l'histoire. Alors on va commencer peut-être avec le bilan des équipes qui se battent pour une place en play-off. On commence avec la conférence Est, Ouais. Ça te va Patrick? Avec le Toronto qui est devant. Donc Et, 45 victoires, 17 défaites. 72% de moyenne de victoire. Très très bonne saison des Très Raptors, bonne. emportée Avec, par un DeRozan Et un Kyle Lowry qui qui accepte son qui rôle un accepte peu son en retrait second, cette second, saison, et DeRozan qui est en leader absolu. Il fait les stats, il porte l'équipe, enfin voilà. Les Raptors mieux coachés aussi que dans le passé. Ouais. Donc une première place tout à fait méritée, tout à fait logique. En numéro 2, on a Voilà, une les des équipes Celtics, que j'adore, hein. Donc les Celtics de Boston. Avec Kyrie Irving. Toujours aussi bon. On peut faire un petit point sur ses stats d'ailleurs, hein. C'est 24,8, donc presque 25 points, 5 assists, 3,7 rebonds. Donc joueur leader, patron de l'équipe, toujours aussi bien coaché par Brad Stevens. Les autres mecs à côté font le taf. Alors Ford, très 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 bon au niveau défensif. Il nous fait une saison magnifique à ce niveau-là. Et puis toujours les jeunes joueurs qui continuent à se développer, à faire de très bonnes stats. Tatum. Petite baisse de régime pour Tatum par rapport au début Comme c'est un de rookie, on saison. peut encore le pardonner, quoi. Voilà, c'est un rookie, c'est sa première saison. Il a un petit coup de moins bien, bon, c'est léger. Mais enfin, voilà, il sera est là un pour petit les peu en playoffs. dessous. Je pense qu'il y avait aussi de la fatigue qui avait pas mal joué pour les Celtics. Depuis le break de All-Star Game, ils sont en train d'enchaîner. Ouais. Donc ça fonctionne extrêmement bien pour eux, deuxième. Alors, petite surprise, hein, Cleveland, donc les Cavs qui sont Troisième. troisième. Ils sont habitués à être premiers Voilà, depuis pendant 3 ans. Pendant des ouais, Depuis 3 ans. ouais. Depuis le retour Et, de James. Enfin, et l'année aussi, passée, ils avaient fini deuxième, hein, c'était ouais, les Celtics qui étaient premiers. Mais en tout cas, on est habitué à les voir plus forts que ça, Ouais. plus dominants. Alors, James est toujours dominant, il fait des stats toujours stratosphériques. Mais derrière, c'est moins dominant. Mais au niveau des role-players et des lieutenants, c'est pas encore bien clair. Même les joueurs ajoutés au trade dont on avait déjà parlé, hein, qu'on a eu très récemment, Larry Nance, enfin lui il fait du très très bon travail, George Hill, Jordan Clarkson, etc. C'est bien, Mais c'est pas non plus encore la folie, quoi. Ils ont quand même pas mal de défaites. Il y a pas mal de problèmes internes aussi. Problème interne apparemment. Le coach de toute façon il est complètement à la ramasse. On va pas encore lui taper sur la tête, mais enfin Tyronn Lue c'est vraiment le pire coach. Ouais, Peut-être pas de l'histoire, mais enfin quoique il peut tout à fait être dans la discussion. Si on voudrait lire le pire coach de l'histoire, hein. Pour moi c'est même pas un coach, c'est un pantin. Donc ça je l'ai déjà dit, on va pas se répéter. Tyronn Lue, il est juste là pour. ça vaut rien au niveau coaching. C'est LeBron pour le coach. Voilà, LeBron est coach, on le sait, c'est plus un secret. Donc voilà, ils sont en train de payer un petit peu les choix qui ont été faits à certains moments, notamment ce choix de coach. Ensuite, on a une très très belle surprise, Indiana, portée par Victor Oladipo. All-Star Game. Voilà, All-Star, présent All-Star cette saison. Qui est une grande surprise quand même. Lui, tradé de OKC vers Indiana. Il a été tradé 2 fois en un an. Il vient dans sa ville aussi. En un an et demi, je pense. Il revient un petit peu chez lui. Il est très très bien, il fait ses meilleurs stats. Il y a une très belle progression et il risque, à mon avis, d'avoir le trophée MIP. Donc MIP, c'est meilleure progression de l'année. Les Pacers, bon, c'est très bien. Ils sont quatrième, donc tout va bien jusque-là. Pas loin quand même de Washington, qui est un groupe qui a de l'expérience, qui joue en ce moment sans John Wall. Tu penses que Washington pourrait switcher et prendre cette place à Indiana? Ou tu vois Washington un peu en retrait quand même d'Indiana et rester derrière? Un peu en retrait parce que aussi le fait que John Wall soit pas là, ça met beaucoup de pression sur Bradley Beal. Et puis ça et donc un gros temps de jeu et beaucoup de responsabilités. Ça leur retire aussi du scoring aussi parce que la création. C'est un grand scoring. John Wall, c'est 10 passes par match. Ouais. Donc même si j'ai l'impression qu'il ne franchit pas des étapes. Voilà, tu vois, il est plus ou moins toujours au même niveau. Son équipe fait toujours plus ou moins la même chose. Ils sont toujours plus ou moins au même niveau aussi au niveau du classement. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Donc Rennes nous indique que cette année, ils auraient pu franchir des étapes. Maintenant, c'est difficile de juger puisque John Wall est blessé.
Mais à son retour, tu penses que Bradley Beal va accepter d'être remis un petit peu en retrait et que Wall reprenne la possession de balle et refasse circuler lui-même cette balle? Ou tu penses que maintenant, avec ce que Beal a montré durant quand même un mois, ils vont repartager les rôles et que John Wall va accepter d'être peut-être un petit peu en retrait? Je pense pas. Moi non plus, je pense pas. John Wall, c'est un fort caractère. C'est plutôt le type, moi je suis là pour porter l'équipe, c'est moi la star. C'est moi la star et c'est moi qui va faire le taf, quoi. Après, Bradley Beal aussi a son mot à dire, mais... Ouais, mais il est un petit peu le lieutenant. C'est un peu le lieutenant, c'est un peu le second, voilà. quoi. Et on pourrait se demander, quand on voit les stats et les résultats, quand même, ils sont 4e avec Bradley Beal. Bradley Beal fait des stats. On pourrait se poser la question, est-ce qu'en fin de compte, du côté de Washington, on ne se trompe pas? Est-ce qu'on ne donne pas énormément de crédit et un très très grand rôle dans la gestion de balles, dans le tempo, etc. à John Wall, et qu'il faudrait peut-être le faire en fait dans le sens inverse, plutôt responsabiliser Bradley Beal et que John Wall serait là pour, tu vois, donner des impulsions, jouer un peu sur de la vitesse à certains moments, mais en fait qui devrait peut-être lui-même seconder Bradley Beal. Est-ce que tu penses que c'est ça qui devrait se faire du côté de Washington? Je pense que c'est ça qui devrait se faire, mais après à l'installer c'est autre chose. Une petite question, Patrick. Tu serais général manager, ou même tu serais le coach de Washington. Au-delà d'être millionnaire, tu serais à devoir gérer les égos des joueurs, les responsabilités et les choix sportifs aussi. Tu ferais quoi? Tu dirais, ok, j'ai pas envie de froisser ma star qui me demande de se barrer, donc je laisse les choses en place. John Wall reste mon numéro 1 et Bradley Beal numéro 2. Ou, au vu de ce qu'on voit ces dernières semaines, avec un Bradley Beal d'une autre dimension, et l'équipe qui tourne très très bien avec lui, et il a l'air d'être plus apprécié que John Wall en plus, par le vestiaire. C'est ce qui a l'air de ressortir, tu vois. Même Marcin Gortat, qui avait eu des propos négatifs envers le leadership, etc. de John Wall, ne dit pas un mot sur Bradley Beal. Donc toi, tu ferais quoi? Tu laisses John Wall en place numéro 1, ou tu dis, bon ok, là, je vois ce qui se passe avec Bradley Beal, il nous porte, je le mets lui en tant que leader, et John Wall devrait un petit peu s'effacer et se mettre au profit de John Wall. Il faut la jouer à la diplomatie. Mais tu crois que ça peut marcher avec un ego John Wall? Ça peut marcher, mais avec un ego comme John Wall, ça va être très, 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 très difficile. Par exemple, c'est un truc qu'on a vu différemment, mais aux Spurs, Popovich a pris Tony Parker en disant, ok, maintenant, tu ne seras plus le starter, tu vas venir du banc, je réduis ton temps de jeu, tu auras moins la balle en main, moins de responsabilités, etc. etc. Tony, qui est un champion, qui a été habitué aussi à partager les responsabilités aux Spurs, qui respecte son coach, qui respecte ce qu'il a mis en place du côté Spurs, il le fait sans broncher. Le gars a été starter pendant plus de 10 ans, pratiquement, il est sur 15 ans où il est starter, il accepte sans broncher. Donc comment se fait-il par exemple qu'un gars comme John Wall, tu vois, tu me dis ouais il faudrait être diplomate machin et tout, il n'a jamais rien gagné, il est encore dans des phases où il doit porter son équipe, où il doit amener son équipe jusqu'au bout, il n'a jamais su le faire, et le mec aurait, je veux dire entre guillemets, le culot de dire ah non je suis pas d'accord, c'est moi la star. Tu penses que c'est ça qui se passerait avec John Wall alors? Ouais, je pense que c'est ça qui se passerait parce que déjà en étant All-Star et puis en étant jeune, par rapport à tu me présentes à Tony Parker qui a déjà 4 bagues, qui a 36 ans, etc. Sa carrière John Wall n'a pas encore rien fait, c'est aussi un peu le type ouais moi je suis patron. Il se sentirait diminué selon toi? Je pense que son ego en prendrait un coup. Et là, ils auraient le risque qu'ils demandent à être aidés. Avec un bon travail de la direction. Et peut-être un autre coach que Scott Brooks aussi. Tu vois, un coach par exemple comme Popovich, tu ne vas pas aller contre ce qu'il te dit. Ouais, voilà. Tu vois, maintenant, un gars comme Scott Brooks, voilà, je ne sais pas si tout le vestiaire est avec lui aussi. Tu vois, voilà. Si le vestiaire est avec lui, si John Wall. Enfin, en tout cas, donc, on va clôturer sur les Wizards, mais les Wizards, voilà, ils risquent de nouveau de faire les playoffs, c'est très bien. Mais maintenant, sûrement pour se faire sortir au premier tour, quoi. Ils vont se faire casser en deux. Ils sont 5e pour l'instant, ils sont talonnés en plus par les Sixers. Alors là, les Sixers, par contre, bonne ambiance, des super joueurs, on adore cette équipe. C'est le retour d'une franchise mythique avec, emportée par Simons et Embiid. Joel Embiid, on peut dire deux rookies de l'avenir, quoi. Deux superstars qui vont marquer pour les 5-6 prochaines années, c'est autour d'eux que tout va tourner. Et puis comme tu dis, avec une bonne ambiance et, voilà. Et là, le retour de l'ambiance, comme on dit. Et le retour en play-off en plus, parce que depuis l'époque Iverson, on pouvait dire adieu au play-off là. Et certains joueurs qui disent qu'ils se sentent bien. JJ Redick notamment qui a déclaré vouloir rester à tout prix.
Donc d'un vétéran, quand un vétéran te dit ça, d'une équipe très très jeune, c'est que c'est vraiment il est incorporé, c'est une équipe jeune et qui est sérieuse aussi. Voilà, il y a un projet, c'est du sérieux, ils sont bien coachés, ça va dans la bonne direction. Donc c'est très bien de les voir en playoff, même si peut-être que ça ne donnera pas des victoires. Ça ne donnera peut-être pas ce que certains fans attendent. Mais il faut être patient, voilà. Ça peut donner quelque chose dans un an, dans 2 ans. Enfin, en tout cas, ils ont les bases pour faire quelque chose de très solide. Et c'est très très bien de les revoir en playoff. Ensuite, on a le Heat, avec le retour de D-Wade. Ils alternent le bon, le moins bon. C'est une des pires équipes au niveau du troisième quart-temps. Donc c'est une équipe qui foire complètement ses troisième quarts. Même quand ils sont devant, les troisième quarts sont catastrophiques pour eux. On ne sait pas vraiment l'expliquer en fait. C'est une baisse de régime en troisième quart-temps. Ce qui fait qu'en fait, ils sont septièmes. Ils auraient pu être un petit peu mieux classés parce que quand tu vois quand même que les Wizards sont devant, les Pacers, les Sixers, ça c'est 3 équipes un peu surprises, entre guillemets, à part les Wizards qui eux sont habitués à être en play-off. Mais pour les autres, c'est un peu surprise de les voir à ce niveau-là cette saison. Et le Heat n'arrive pas à passer devant ces mecs. Pour toi, l'équipe telle qu'elle est composée et le retour de Wade, ça peut donner quelque chose sur la fin de saison où on va s'habituer à cette situation-là du côté du Heat. On est en play-off, on verra. Mais ils ne vont pas forcément franchir de nouvelles étapes pour le classement, je parle. Mais je pense qu'on va s'habituer à une saison assez difficile, une fin de saison assez difficile pour le Heat parce que même si Dwayne Wade revient, tous les problèmes du Heat il ne peut pas non plus porter l'équipe comme il l'a fait quand il avait 25 ans. Hein. C'est plus Miami de 2003. Il est à 37 ans maintenant. Ouais, 37 ans. C'est assez difficile. Il a eu pas mal de blessures. Ses jambes ne tournent plus comme avant. Il a un léger, je dis bien un léger surpoids. Donc lui-même a dit voilà, il faut que je me remette en forme, il faut que je suive le programme qu'on m'a donné, etc. On l'a vu aussi à Cleveland, il n'arrive plus à faire. Il peut plus jouer comme il y a même 2 ans en fait. Même à Chicago, il avait l'air complètement différent de ce qu'il est maintenant. Il est un peu cramé quoi. Il est un petit peu cramé, donc on va vers une fin de carrière quand même assez rapide en fin de compte. Et peut-être que c'est la dernière saison de Wade, enfin. Peut-être que il va se dire, voilà, c'est fini, moi j'arrête. Il a déclaré il y a quelques semaines d'ici qu'il allait prendre son temps en fin de saison pour analyser comment il se sent, s'il a encore envie de jouer, s'il n'a plus envie, s'il se sent capable de faire quelque chose de valable. Donc il faut aussi s'habituer, pour les fans du Heat, que c'est peut-être la dernière saison de D-Wade. Donc un classement plutôt moyen, 7e. Ils sont à 34 victoires, 30 défaites. Exactement le même bilan que Milwaukee qui est 8e, mais qui est porté par Giannis Antetokounmpo, qui est en mode MVP. Et moi je pense que les Bucks, avec un bon run en fin de saison, peuvent même aller, ils peuvent aller titiller les Sixers, ils peuvent aller sur Washington. Ouais. Donc, mais le problème de Milwaukee, c'est aussi en termes de blessures. On vient de reprendre Jabari Parker, on ne sait jamais s'il peut se répéter. Si Giannis si Giannis vient à se blesser, de toute façon là c'est fini. Et puis le fait d'avoir perdu Jason Kidd comme coach. Ils ont perdu Jason Kidd. Il y a le cas Giannis, tu l'as dit, joueur extraordinaire dans les potentiels MVP et tout ça. Maintenant, il a encore des petits défauts à gommer, notamment au niveau la petite passe en plus, quoi, tu vois. Parfois, il force un peu trop. Il y a le tir à mi-distance aussi qui peut être amélioré. Donc, il y a encore des petites choses. Il y a l'énergie. Donc, cette saison, moi, je pense que c'est du bonus pour eux d'aller en play-off, de faire quelque chose. Et d'apprendre surtout. Et d'apprendre par rapport à ça. Il y a encore des joueurs très jeunes. Mais pour l'année prochaine, il va falloir encore un Nice, encore un cran en plus, si c'est possible. Parce que ce qu'il fait est déjà énormissime. Ouais. Mais s'il y a moyen, c'est gommer les 2-3 petites choses qu'il peut encore gommer pour vraiment être capable d'aller chercher peut-être quelque chose en playoff. Il est déjà au classement des meilleurs points de l'année. Je pense qu'il est 3e si je ne me trompe pas derrière. Il est de toute façon dans toutes les catégories, il est dans le top. Partout, quoi. Il a passé 27 points. Il a 27 points quel 3. Quel joueur ça devient quoi. Il est à 10 rebonds, donc c'est énorme. Et il est à 5 assists. Donc il fait des passes bien sûr, mais parfois il force un peu trop, donc il faut qu'il lise un peu mieux le jeu à certains moments. Et évidemment, continuer comme il le fait pour amener peut-être cette équipe un petit peu plus haut que la 8e position. En preview, on les pensait peut-être un petit peu plus fort que ça. Ils ont eu Eric Bledsoe en plus en renfort, qui n'apporte pas quelque chose pour grimper dans les classements. Voilà. Donc ça c'est pour le bilan au niveau des équipes classées de la position 1 à 8. Maintenant, il y a 2 équipes qui poussent un peu derrière. C'est les Pistons de Blake Griffin et de Drummond, qui sont 9e, et les Hornets, qui ont eu une très très bonne période grâce à Kemba Walker. Donc Walker qui a été vexé d'être dans les citations de trade. Donc des équipes 9e, 10e, mais qu'il va falloir suivre de près parce qu'ils peuvent se qualifier, mais pour l'instant, ça semble comme très compliqué. Ils sont quand même pas loin d'une place.
Mais ceux qui sont déjà installés dans les 8 premiers ne vont pas lâcher leur place. Donc sûr. en fait, il faut que les Pistons et les Hornets fassent des runs incroyables de victoire, en comptant aussi un petit peu sur la chance de leur côté, que d'autres équipes évidemment subissent des défaites. Il faudra aussi battre des concurrents directs. Des concurrents directs, il va falloir aller à l'ouest aussi s'imposer, il va falloir faire des runs, il va falloir que tout le monde reste en bonne santé. Ça va être une fin de saison terrible. Fin de saison à suivre et évidemment ça peut encore être changé au niveau du classement. Et donc maintenant, à l'ouest, à l'ouest en fait on pourrait dire au Far West. Parce que là il se passe des choses incroyables. Des choses incroyables avec des gros scoring et avec des gros joueurs avec des stats. On avait les Warriors pendant plusieurs saisons habitués à la première place. Cette saison, on a les Rockets. Alors les Rockets, je vais te laisser nous en parler un petit peu parce que je sais qu'il y a un joueur que tu adores, c'est James Harden. Il est en mode MVP. Les Rockets, comme tu as dit, James Harden, mode MVP, emmené avec Chris Paul plus qu'un à l'assist. C'est plus qu'un lieutenant, c'est un franchise player qui accepte d'être en retrait en fait. Et une grosse défense aussi, une bonne défense quand même. Une bonne défense. Maintenant, bon, c'est pas une grosse défense. Quand tu as Mike D'Antoni comme coach, on peut pas dire que tu sois une équipe défensive. Non, c'est plus une équipe. Mais en tout cas, c'est moins flagrant que les autres saisons. James Harden est moins catastrophique aussi dans le domaine. Il y a un très bon bilan aussi à l'ouest aussi, 40 victoires, 49 victoires, 13 défaites. Donc une défaite en moins que les Warriors. Donc c'est très bien. C'est l'équipe depuis le début de saison qui dit on est là pour battre les meilleurs, pour battre les Warriors. On est capable d'aller battre les Warriors. Maintenant, il faudra prouver en playoff. Une équipe des Warriors peut-être qui accepte cette deuxième place. Un peu en embuscade, mais voilà, ça permet peut-être de reposer un peu les joueurs, tu vas te faire reposer les stars, etc. Puis les Warriors n'ont pas peur vraiment des adversaires, qu'ils soient premier, deuxième. À la limite, ça ne change rien. On sait qu'une fois en playoff, ils vont être injouables. Donc, à part les Rockets, qui les ont déjà battus cette saison, les autres équipes de l'Ouest, ils ne vont pas pouvoir les battre. On le sait déjà. Si tout le monde est complet au niveau Warriors, je ne vois pas quel team peut les battre. Sur une série de 7 matchs, ils sont imbattables. Peut-être les Warriors, peut-être San Antonio aussi. Peut-être. San Antonio, avec les blessures de Lamarcus Aldridge, avec le bilan, en ce moment, ils sont catastrophiques. Ils sont à la 5e position, or qu'ils nous avaient habitués à mieux. Il y a eu Greg Popovich aussi qui a dit, voilà, on revoit nos objectifs et c'est catastrophique pour nous. Ils acceptent de ne plus être vraiment dans les candidats directs pour le titre. Kawhi Leonard n'est pas encore revenu. Ça va être très très compliqué, même si du côté des Spurs, on sait qu'il y a l'expérience. D'ailleurs, petite représentation pour les Spurs. Un petit clin d'œil aujourd'hui, c'est une équipe que j'adore, mais c'est une saison un petit peu, pas pour rien, parce que c'est jamais perdu, mais où il n'y aura rien qui va pouvoir se faire. Est-ce qu'on peut déjà mettre les Rockets et les Warriors en finale de... Moi, je les mets déjà en finale de conf, ça c'est sûr et certain. Pour moi, la finale de conf, elle est là. Donc ça veut dire que ça soit là, qu'ils soient premier ou deuxième. Non, personne ne peut les titiller. Non, ils ne peuvent pas. En troisième, on a les Blazers. Comment veux-tu que les Blazers, portés par Damian Lillard et McCollum, aillent battre les Warriors? Les Warriors, c'est Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, un banc très complet, très fort, un super coaching. Ils sont injouables. C'est les Warriors. C'est de nouveau l'équipe pour moi la plus complète. On a les Rockets qui sont devant au niveau classement, mais au niveau de l'équipe la plus complète, c'est les Warriors. Ils ont un banc que les Rockets n'ont pas. Ils ont un vécu collectif quand même assez important. Ils ont gagné des titres ensemble. Ils veulent faire le repeat. Donc ils ont un objectif. C'est pas d'aller chercher cette première place. Les Rockets, ils ont cet objectif en pensant peut-être que ça va mettre une pression en plus sur les Warriors, etc. Je pense pas que ça mettra de la pression. Quand tu es les Warriors, tu te dis ok, prenez la première place. Nous on s'économise un peu, on va arriver en pleine forme et on va vous casser les gueules, quoi. Et c'est ce qu'ils vont faire du premier tour jusqu'à la finale, j'en suis sûr et certain. Les Blazers, c'est une très très belle équipe. Damian Lillard, on l'adore, il a été All-Star. C'est un meneur de jeu extraordinaire. Il est clutch. Il porte l'équipe sur ses épaules. Il fait un taf de fou. Il les a mis 3e. C'est une équipe qu'on pouvait peut-être mettre à la 7e, voire 8e position avant le début de saison. Voire même en dehors des playoffs. Il les met 3e. C'est déjà magnifique. Je pense qu'ils doivent se contenter de ça. Peut-être faire un premier tour réussi. Mais pas grand-chose en plus. Et puis, tu as les Pelicans. Anthony Davis. Là, on est un peu sur la même situation que les Blazers, en fait. Tu as un mec hors norme. Là, c'est Anthony Davis. Il a fait un duo les 3 quarts de la saison avec Cousins qui était magnifique.
Cousins s'est blessé. Tout repose sur Davis. Bien secondé par des gars comme Rondo, par Drew Holiday aussi. Mirotic qui vient d'arriver pour donner ses petits coups de main au niveau scoring. Ouais. Mais tout repose sur Davis en mode MVP. Et qui depuis le All-Star, qui fait un mois de février. Tu as peut-être les stats à nous donner. Anthony Davis, c'est 37 minutes par match, 28,2 points, 10,7 au rebond. Donc il est presque à 11 rebonds, donc c'est vraiment très 2,4 à la passe, même si c'est pas assez. Ouais, c'est pas le créateur, mais ça c'est pas un souci. Et puis moi j'ai une autre stat. 53,8 au tir aussi. Pourcentage. Gros pourcentage, mais j'ai une autre stat très très intéressante sur Davis, c'est 2,2 blocs. Donc le mec il fait le taf au niveau défensif. Il est peut-être pas candidat au titre de défenseur de l'année, mais en tout cas au niveau des block shots, il change en fait la perception que les adversaires ont, parce qu'ils savent qu'il va être là quoi. Il va être là pour bloquer. Mais donc sa présence modifie vraiment le jeu des adversaires. Il dit ok, il va être là, il va falloir faire ça parce que sinon il va nous bloquer, machin. Donc en fait sa présence c'est du scoring, c'est les rebonds, c'est quelques passes, même si c'est pas énorme comme tu l'as dit, mais enfin c'est par son rôle. Ouais. C'est une très bonne réussite au tir et en plus de ça c'est des contres. Donc joueur hyper complet. Candidat MVP, même s'il n'aura pas cette année, a priori le titre, mais en tout cas il est dans les discussions. Ensuite on a des équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. On va faire un petit peu ces équipes-là de façon groupée. Donc, c'est San Antonio, 37 victoires, 27 défaites. On a Minnesota avec 38 et 28. OKC, 37-28. Et les Nuggets, pour fermer la marche des équipes de playoff, donc 8e position, 35-28. Donc tout ça se tient dans un mouchoir de poche. En 3-4 matchs, ça peut être changé. Tu peux avoir les Nuggets qui montent. Tu peux avoir les Spurs qui se retrouvent quasiment en dehors des playoffs. Tu peux avoir Minnesota qui grappille une place, ou qui en perd 2 ou 3. Le Thunder, ils peuvent aussi chuter un petit peu, comme ils peuvent aller choper par exemple à la 3e ou la 4e position. Donc toutes ces équipes-là, il y a des stars, il y a du jeu, mais ça alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Et surtout que derrière, ils ont des bonnes périodes, surtout des mauvaises. Derrière, tu as les Clippers et les Utah Jazz qui poussent. Les Clippers sont Lou Williams les Clippers, et les Jazz. Les Clippers sont à une victoire des Nuggets. Les Nuggets et les Jazz aussi. Et les Jazz sont à une victoire de la 8e position. La différence, c'est que le Jazz, ils ont 30 défaites, alors que les Nuggets en ont 28. Mais ça se tient à rien. En fait, surtout les Jazz sont dans une série de victoires. Mais les Jazz, ils ont fait un très très bon mois de février. Ils sont en train de faire encore du bon boulot au mois de mars. Donovan Mitchell pourrait être rookie de l'année. Ouais. Ricky Rubio est meilleur que ce qu'on pensait par rapport à ce qu'ils nous avaient habitués à Minnesota. Ils se sentent très très bien là-bas. Les Clippers sous Williams. Rudy Gobert, il continue son taf. On n'en parle pas beaucoup, mais il continue son travail. Avec des bonnes stats. Son travail de l'ombre, on va dire ça comme ça. Une bonne alchimie, ça fonctionne en fait. Donc, sur cette conférence Ouest, on a en fin de compte 10 équipes qui pourraient faire les playoffs. Ouais. Il y aura forcément 2 déçus, mais qui seront très très déçus. Parce que comparé à la conférence Est, l'équipe numéro 9 et numéro 10, elle est à un cheveu de se retrouver en playoff. C'est une conférence assez... c'est, comme on dit toujours, la conférence Ouest, c'est celle qui est la plus jouée, la plus disputée, la plus dure. Quoi. Donc ce que je voulais dire, c'est cette équipe qui finira 9e et 10e, elles vont être dans la déception totale. Parce qu'elles seront certainement à pratiquement rien de faire les playoffs. Ce sera des vacances assez difficiles. Pour toi, par rapport à ce qu'on voit jusqu'à présent dans la conférence Ouest, donc on a nos 8 numéros, nos 8 équipes, on a les 8 spots. On sait qu'en 9e et 10e, on a les Clips et les Jazz. Est-ce que tu penses que ces 2 équipes-là vont aller grappiller des places? Ou tu penses ça va être les 2 équipes qui vont rester à la porte des playoffs? Je pense que le Jazz peut créer la surprise. Voilà, moi je pense aussi comme toi. Parce que, je pense que le Jazz comme tu l'as dit, Deron Mitchell, c'est ça? Donovan Mitchell est un joueur impressionnant. Il emmène les Jazz, il est rookie, il vient d'arriver. Il porte les Jazz, en fait. C'est lui déjà quasiment le leader. Il a une attitude de leader. Moi, il me fait penser un petit peu dans l'attitude, dans l'envie de gagner à Kobe Bryant. Et dans le jeu, à un D-Wade plus jeune, tu vois. Un D-Wade style 2005-2006, tu vois. Qui portait l'équipe, qui était dans cette optique d'aller faire quelque chose, l'envie de gagner. Mais j'ai l'impression qu'il a aussi la gêne de Kobe. Tu vois, vraiment cette rage de vaincre, quoi.
peut-être le fait d'avoir été un petit peu, entre guillemets, pas snobé, mais enfin, un petit peu une surprise au niveau de la draft. On ne comptait pas vraiment sur lui pour amener un truc énorme et tout. Je crois qu'il a envie de prouver, ouais les gars, vous m'avez peut-être pas drafté en numéro 1, mais moi, j'aurais pu être numéro 1, quoi. Et je pense qu'il est en mission. Je me dis que ce fait-là, plus les apports qu'on a dit, Ricky Rubio, Gobert, ça peut les amener en playoff. Ils ont un starter qui est pas mal, quand même. Voilà. On regarde Rudy Gobert, Ricky Rubio, ça peut faire déjà quelque chose. Ça peut faire très très mal. Et je pense que ça peut aller titiller les Nuggets. Le Thunder, ça va être quand même assez dur d'aller titiller les Thunder. Mais parce qu'on a Paul George. Nuggets, je pense que ça va passer. Paul George qui score, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs de cette saison. Qu'il a dit en interview que Leonard ne revient pas, donc on va essayer d'aller chercher le titre de meilleur défenseur. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres candidats, mais Mais en tout cas, il est dans les discussions. Il fait partie du top il fait 3 partie, des candidats. Voilà, il fait un très très bon travail au niveau défensif, mais en même temps, il apporte du scoring. On a Carmelo Anthony qui accepte quand même d'être enfin un petit peu en retrait, mais qui continue à être efficace. Et on a Russell Westbrook qui est pratiquement en triple-double. Personne n'en parle, mais le mec est quasiment encore en triple-double. L'année passée, il a eu le titre MVP grâce à ses triple-doubles. Cette saison, il ne l'aura peut-être pas, mais il est pratiquement dans les mêmes standards que l'année passée. Donc c'est un truc, en fait, c'est du jamais vu, et ça passe comme ça, sous les radars, quoi. On n'en parle pas. Donc cette équipe du Thunder qui risque de faire des dégâts. Les Spurs, on l'a dit, on vous le redit donc vite fait, qui sont plutôt décevants depuis le All-Star. Ils enchaînent les défaites, ça se passe pas trop bien. Mais enfin voilà, donc une fin de saison à suivre pratiquement au jour le jour, parce que chaque jour, une défaite ou une victoire change le classement. Donc on risque d'avoir une très très grosse fin de saison. Très, très grosse. Moi je pense qu'on peut peut-être parler maintenant des mecs qui portent ces équipes, nos candidats MVP. Tu veux commencer par la tienne ou... Écoute, moi je vais en fait vous donner... as fait une coco, moi je vais vous donner 6 noms, voilà. Il y a 6 noms, maintenant il y a le numéro 1 pour moi, c'est James Harden. Ouais, je pense que c'est lui qui l'aura. Mais derrière, il y a 5 mecs qui font des stats. Et je vais vous en parler brièvement. Et puis toi, tu me donneras un petit peu ton petit top 3. Ouais, d'accord, ok. Alors pour moi, numéro 1, James Harden, de façon indiscutable. Le mec a été snobé 2 ans de suite où il a fini 2e. Là, il fait des stats de dingue. 31 points, 9 assists, 5 rebonds. Il porte cette équipe des Rockets. Ils sont numéro 1 à l'Ouest. Avec ce fait d'avoir été 2 fois 2e, je pense que cette année, c'est son année. Il l'a déclaré, cette année, c'est notre année. Mais en fin de compte, c'est peut-être pas leur année, parce qu'il y a toujours les Warriors, mais ça pourrait très très bien être son année à lui pour le titre MVP. On a sur la 2e position, pour moi, LeBron James. Alors évidemment, on peut critiquer le bilan des Cavs, ils sont 3e à l'Est. On peut critiquer l'entente, on peut critiquer le coaching et tout. Par contre, il y a un gars qui continue à être un cran au-dessus. 33 ans, il continue à porter cette équipe avec des stats de dingue. 26,7 points, 8,4 rebonds, donc énorme présence au niveau rebond, et 9 assists. Il a les stats au niveau des assists d'un meneur. Il a les stats au niveau des rebonds d'un intérieur. Il a les stats au niveau du scoring d'un arrière. Ce mec joue en poste 3, 4, mais il fait tout. Il fait la création, il fait la finition, il prend les rebonds, il fait tout. C'est l'homme à tout faire des Cavs. Donc pour moi, avec l'âge aussi, ça mérite le plus grand des respects. Et donc pour moi, il est toujours dans les discussions MVP, même si je pense que James Harden est devant. Mais il faut en parler, de LeBron James. On ne peut pas le passer sous silence. Ensuite, j'avais mis en 3e position Russell Westbrook. Mais pour les choses que je viens de dire, en fait, le fait d'être quasiment toujours en mode triple-double. Donc c'est 25 points, 9,7 rebonds. Donc il est à 3 dixièmes d'être en triple-double. Parce qu'il nous fait 10,2 assists. Ouais. Donc le mec est à 3 dixièmes de tourner encore cette saison en triple-double. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et il ne sera pas MVP. Il ne sera pas MVP. L'équipe n'est pas assez bien classée. Ils sont 7e. Tu n'es pas MVP quand tu es 7e. Mais ça mérite un respect énorme aussi. Le fait en plus de faire ça une 2e année de suite, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Ensuite, là, c'est un petit peu moins clair et je ne pense pas du tout qu'ils vont aller choper le trophée. Maintenant, ils auront des voix. On va en parler. Ils seront peut-être classés 2e ou 3e. Mais on va parler de ces mecs-là. Kyrie Irving avec les Celtics, presque 25 points par match, 5 assists et pratiquement 4 rebonds. Il a 3 rebonds,7. Là, on l'a déjà dit, il porte les Celtics.
il a voulu son transfert, il l'a eu, et il prouve qu'en fin de compte, c'était tout à fait mérité de devenir franchise player. Il a cette stature, il a ce talent, il fait tourner l'équipe, c'est un coéquipier modèle. Il a des carences en défense, mais qui sont compensées grâce au coaching aussi. Et encore, même ces carences, il les compense parce qu'il fait le minimum quand même. C'est pas un grand défenseur, mais il camoufle un peu, avec quand même un bon placement, une intelligence de jeu. Donc voilà, il n'est pas candidat numéro 1, mais il est dans les discussions. Anthony Davis, 28 points, 11 rebonds, 2,2 blocs. On en a parlé assez longuement juste avant, donc plus grand chose à dire. Il a compensé l'absence de Cousins par des stats justement augmentés. Il veut faire les playoffs, il va amener cette équipe en playoffs et c'est entièrement mérité. Un très très grand respect pour Davis. Et puis Giannis Antetokounmpo, dont on a déjà parlé aussi. Son équipe ne tourne pas trop bien, ils ont alterné du bon, du moins bon. Il y a eu des changements au niveau coaching et tout ça. Ça ne joue pas forcément en leur faveur, ils sont 8e à l'Est. Ils sont à pas grand-chose d'être sortis des équipes de play-off. Et ses stats, c'est 27 points, 10 rebonds, 5 assists. Donc des stats extraordinaires aussi. Mais le problème, le bilan de l'équipe, 8e, tu ne vas pas choper un titre MVP en étant 8e. Mais en tout cas, pour son âge, etc., c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Toi, tu nous as préparé un top 3 ? Moi, je vous ai préparé un top 3. J'espère que tu rejoins un peu ce que j'avais dit. Un peu le top 1, le top 2, c'est à peu près le même que le tien. Donc James Harden, James pour Harden toi numéro 1, il n'y a rien à dire, saison extraordinaire, avec des grosses stats, je ne vais pas les redire, mais pour moi, c'est le joueur pour le titre d'MVP numéro 1. Quoi. Après, LeBron James, pour sa carrière, 14 ou 15 ans en NBA, c'est énorme. Il fait des stats monstrueuses à 33 ans. Il rentre dans 15 ans de carrière, comme tu dis. Il rentre dans un nouveau classement des joueurs à 30K, 8K. Donc quand tu dis 30K, 8K, machin, c'est 30 000 en fait. 30 000 points. 8 000 assists, 8 000 rebonds. C'est une catégorie. Il rejoint en fait la crème de la crème, alors que sa carrière n'est pas encore terminée. S'il joue jusqu'à 38, 39, 40 ans, tu penses qu'il peut arriver à détrôner par exemple Karim Abdul-Jabbar au scoring ? En sachant que d'année en année. C'est la question qu'on se pose d'année en année, tu peux être sujet à des blessures, tu peux être peut-être aussi moins bon au niveau scoring, enfin tu vois, être un petit peu en retrait, le temps de jeu va peut-être diminuer. Malgré ça, toi, si tu devrais faire un prono là comme ça, tu dirais que tu crois suffisamment en James pour le mettre numéro 1 ? Pour qu'il aille titiller Karim, il faudrait encore à peu près 4-5 saisons. J'ai vu une étude 4-5-6 saisons. 4-5 saisons comme maintenant. Comme maintenant à 25 points de moyenne. C'est énorme. Ça veut dire que le mec à 38 ans doit mettre 25 points. Tous les matchs. Un joueur joue 81 matchs. 82 matchs. Et il doit metre 25 points tous les soirs. Tous les soirs. Donc, tu crois qu'à 38-39 ans c'est faisable ? Après, il y a l'âge qui fait que tu n'es plus l'enfant de 21 ans. Il y a aussi un autre truc, c'est que le mec, avec toutes les saisons qu'il a fait en play-off, il a plus de kilomètres au compteur que des gars comme Jordan et compagnie quand ils ont arrêté leur carrière. Et il est en avance aussi. Tu vois, il a joué comme des Jordan ou quoi qui avaient 39 ans, mais il a que 33 ans. Donc en fait, il a déjà un kilométrage au compteur énormissime. Moi, j'ai peur, c'est d'une blessure en fait. Mais moi, je me dis qu'avec son hygiène de vie, le fait de manger des aliments sains, d'avoir un entraînement, de faire des programmes d'entraînement. Au niveau cardio, moi j'avais vu en cardio, il y a des vidéos de James quand il fait sa cardio. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Tu dirais que tu t'entraînes au commando. Chaque détail est étudié pour être au top au jour même et en début de saison et pour être top pendant les playoffs. Quand tu vois que le type il arrive dans les vestiaires, il dit les gars, on est en playoffs. Plus de réseaux sociaux, plus d'informatique. Et lui, il se coupe entièrement du monde à partir du moment où il est en play-off. Quand tu vois un type comme ça dans ton équipe, tu te dis, mais... Ça impose un respect, ça je suis d'accord. C'est un respect après, comme tu dis, mais est-ce que tu penses vraiment qu'il peut aller comme ça jusqu'à 38-39 ans à ce rythme-là ? À jouer des 38-40 minutes par match ? Je pense pas. Quand tu vois, il va falloir alors baisser un petit peu le nombre de minutes. Quand tu vois aussi un grand scoreur comme Dirk Nowitzki qui... C'est pas le même style de jeu. À 45 ans, il peut continuer à jouer parce qu'il reste au large. Il va pas au physique, il va pas au contact, il va pas claquer des dunks, il va pas, tu vois, au combat non plus. Il n'est pas aussi physique que voilà, c'est pas un jeu physique.
Après, comme. James, il fonce dans l'art, quoi. James, c'est un tank. Le problème de James aussi, c'est le fait qu'il est fort partout. Il a à l'assist, au rebond. Il joue en fait sur quelqu'un qui peut jouer au poste 1, au poste 2. Il peut jouer du poste 1 à 5. Et descendre au poste 4. On ne sait jamais, ça va peut-être aussi. Dans le futur, il va peut-être jouer au poste 4. Dans le futur, je pense qu'il doit jouer de toute façon au poste 4. Poste 4, il est capable. Maintenant, et il a cette faculté. Mais après, maintenant, est-ce que son physique. Il faut voir, voilà, la question c'est est-ce que le physique va tenir. C'est la grande question avec LeBron. Aussi, le fait aussi, c'est que. Est-ce qu'il va partir des Cleveland ou pas partir des Cleveland? Est-ce que le fait de partir de Cleveland. Au niveau des stats, ça ne changera pas grand-chose. Je veux dire, s'il part, il peut continuer à faire le même jeu. Est-ce que toi, tu penses que même aux Lakers, il peut faire le même jeu. S'il part dans une équipe où il y a beaucoup de grands joueurs, est-ce qu'il peut atteindre chaque saison ses 25 points de moyenne? Peut-être pas les 25 points, mais il peut continuer à distribuer. Et là, il peut te mettre des 12 passes par match. Il peut continuer à aller au rebond, il peut même augmenter sa prise de rebond. Parce que s'il s'économise un petit peu, entre guillemets, quand je dis s'économiser, quand on parle de LeBron, c'est dur de dire qu'il s'économise, mais s'il s'économise un peu au niveau scoring, il peut faire plein d'autres choses. Tu vois, il peut, avec sa vision du jeu, son intelligence du jeu, il peut dire, ok, moi aujourd'hui, c'est les passes. Je fais des passes. C'est les rebonds. Ouais, mais est-ce qu'un joueur comme LeBron. Et descendre peut-être à 20 points ou 21 points. Ouais, mais est-ce qu'un joueur comme LeBron accepterait de descendre à en dessous de 25 points? Moi, je pense qu'avec son intelligence de jeu, s'il a envie d'avoir des bagues, s'il veut continuer à avoir des titres, il va accepter, tu vois, de peut-être pas mettre, je dis pas qu'il va mettre 15 points, mais peut-être pas non plus de viser tout le temps les 25 points. Il peut tout à fait en mettre 20, 22. Certains soirs en mettre 35 et à d'autres moments réduire énormément et en mettre 15 ou 17, tu vois. Mais continuer cette présence au pass et cette présence au rebond et continuer comme ça dans les classements et on ne sait pas jusqu'où il peut aller parce qu'il n'a encore quand même que 33 ans. Il peut jouer encore à 40 ans peut-être. Ouais. Peut-être, on verra. Mais enfin voilà, en tout cas, donc au niveau MVP, tu nous l'as mis. Et une légende du basket. Voilà, c'est une légende absolue. On a fait un petit peu long au niveau de James, mais il le mérite amplement. Et en troisième position, j'ai mis Anthony Davis pour son mois de février. Voilà, donc ça c'est plus pour le mois de février. C'est un peu pour le mois de février. Ouais, et il le mérite. Et pour le fait qu'il porte son équipe. Il est classé 4e à l'ouest. Il sera dans les discussions quand il arrive. Il sera dans les discussions quand il arrive de MVP et il va emmener son équipe en playoff. C'est déjà ça qui est extraordinaire. C'est le fait d'amener son équipe et il sera dans les discussions. Il sera sûrement pas premier, mais s'il continue comme ça, de toute façon, sur le mois de mars et les matchs du mois d'avril aussi, avant les playoffs, il pourrait tout à fait être deuxième. Ce qui pourrait peut-être booster sa confiance aussi pour l'année prochaine. Et on verra après évidemment ce qui se passera en playoff. Donc voilà, au niveau des MVP, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on devait dire. Je pense qu'on a aussi mis le doigt sur les joueurs vraiment à suivre pour cette fin de saison. Donc, c'est les mecs qui font les stats, c'est eux qui portent leurs équipes. On n'a mis que des franchise players. Là-dedans, tu n'as vraiment que la crème de la crème de la crème. Donc, le favori, James Harden. Mais il y a quand même des discussions autour avec des gars, comme tu as dit, Anthony Davis. Moi, j'ai aussi cité LeBron. Tu l'as cité aussi, bien sûr. Des Westbrook, quand même. Rendons un respect à Westbrook qui tourne encore quasiment triple-double. Et puis bon, des Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, c'est plus des mentions. Mais voilà, des mecs qui font des stats, donc forcément, qui auront des votes pour le choix du MVP. Maintenant, moi, je propose qu'on passe à notre séquence rétro. Donc, on avait préparé un petit sujet, c'est plutôt rapide, mais c'est pour vous mettre en avant, en fait, un gars pour qui on a beaucoup de respect, qui a fait quelque chose d'extraordinaire au niveau carrière, mais qui mérite aussi le respect en tant qu'homme. Donc, voilà, cette semaine, cette fois-ci pour l'émission, ce sera Bill Russell. Bill Russell, c'est monsieur MVP. C'est monsieur MVP, c'est monsieur champion. MVP des finals, c'est monsieur qui donne le titre de MVP au MVP des finals. C'est monsieur 11 titres. Voilà, c'est ça le truc, c'est un truc de dingue, c'est 11 titres sur 13 saisons. Le mec a joué 13 ans en tant que joueur pro, il a gagné 11 titres de champion. Alors c'était une autre époque, c'est les années 50, 60, on sait qu'il y avait beaucoup moins d'équipes. On sait qu'aussi au niveau physique, c'est un gars qui faisait 2 mètres... 2 mètres 16, je pense. Non, 2 mètres 8. 2 mètres 8, ah ouais. Donc un gars de 2 mètres 8, plutôt léger, 102 kilos. Enfin, quand je dis léger, par rapport au standard actuel, c'est léger. Mais une vision du jeu. Une intelligence. Le côté athlétique déjà, même pour l'époque. C'est vrai qu'on n'était pas dans des dunks de dingue et tout. Mais le mec était un athlète hors norme. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu par rapport à... Donc, on a préparé le sujet. Bon, tu n'étais pas forcément un grand fan de Bill Russell, tu as un peu découvert sa carrière. C'est une autre époque aussi. Hein. C'est une autre époque, voilà. C'est un gars, on ne l'a pas vu jouer. Il y a très peu d'images aussi du gars, parce que c'est les années 50, comme je l'ai dit, années 60. C'est une partie un peu plus sombre de la NBA. Une partie plus sombre parce qu'on n'a pas grand-chose à visionner. Et aussi par rapport à l'époque.
Le fait qu'il soit black a été un gros problème pour lui au niveau professionnel. Donc Patrick, tu avais vu dans tes recherches, tu l'as vu, hein. Ouais. Il a eu des insultes de la part des fans des Celtics. À son arrivée à Boston, il a été énormément critiqué et les fans ont eu des déclarations en disant voilà, on va moins suivre les Celtics et tout parce qu'on en a marre, cette équipe, elle est trop black. Toi qui es black, si maintenant tu voudrais entrer dans un monde professionnel ou dans une équipe ou quoi, et que tu entendrais ah ben non, c'est pas possible, vous êtes trop black, tu le prendrais très mal. Je pense que c'est une sorte d'injure ultime. C'est même une injustice. C'est l'injustice totale et ça rabaisse la personne. À son époque, on était déjà dans un climat racial très présent. Très présent aux États-Unis. Et puis, en fait, c'était permis de dire ça à cette époque-là. C'était permis, mais c'était aussi. C'était assez difficile aussi pour un joueur black d'arriver dans la ligue. Oui, parce que justement, c'était permis d'entendre ça. Tu entendais ça à longueur de journée pratiquement. Le mec, il a eu des moments où il était chez lui et des gens lui lançaient des briques par les fenêtres. Et il a fait de ça une force aussi pour son basket. Ça a été quand même une des premières superstars américaines noires. Puis, il était déjà une star à l'université. Donc il avait 2 titres d'université. Il a été choisi en 56, au deuxième choix de la draft. Donc en 56. Donc comme on vous l'a dit, ça ne date pas d'hier. Maintenant, il a été 12 fois sélectionné au All-Star Game. Il était reconnu comme un des tout meilleurs par les coachs, par les adversaires, mais il n'y avait pas cet amour avec les fans des Celtics. On sait que les fans des Celtics, quand ils portent un joueur dans leur cœur et qu'ils le voient comme leur joueur, c'est pour la vie pratiquement. Ouais. Isaiah Thomas, on l'a vu la saison passée, il était adulé partout par les fans de Boston, que ce soit dans la rue, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans le stade. C'était vraiment la superstar. Tout le monde criait son nom, portait les maillots, machin. Comme Paul Pierce aussi. Comme Paul Pierce avant ça, etc. Bill Russell, les mecs disaient ouais, nous on n'a plus envie de suivre les Celtics, l'équipe est trop black. Parce qu'il y avait pas mal de joueurs black. Et il a continué avec cela jusqu'à la fin de sa carrière, hein, en portant sans rien dire, comme tu l'as. Ouais, il a continué à porter cette équipe, à aller gagner les titres de champion. Et il est parti du jour au lendemain de cette équipe. Il a pris sa retraite du jour au lendemain. Les fans des Celtics lui en ont voulu. Il a été appelé pour qu'on mette son maillot au plafond. Son maillot a été retiré, il n'est pas venu. Ça a encore causé un froid avec les fans des Celtics. Par après, il a été évidemment élu Hall of Famer. Vous en doutez bien, 11 titres, vous êtes Hall of Famer. Il n'a pas non plus voulu venir à la cérémonie. Tout ça, ça a fait en fait qu'il y a eu des froids avec les fans. Malgré ça, pour moi, ça reste peut-être pas le meilleur joueur de l'histoire parce que c'était une autre époque, il n'y avait quasiment pas d'équipe, donc beaucoup moins de joueurs présents. C'était tout à fait différent. Mais ça reste un des tout meilleurs de son époque, enfin un des tout meilleurs de l'histoire, le meilleur pour moi de son époque. Et un autre point sur lequel il faut insister, et c'est ça qui mérite énormément de respect, c'est que c'était le premier joueur black du sport nord-américain. Et puis devenu aussi premier coach black aussi. Ben oui, c'est le premier coach du sport nord-américain. Ouais. Premier coach black, c'est lui, Bill Russell. Donc il a fait des choses extraordinaires sur les terrains, en dehors. Et donc pour ça, en fait, ça mérite donc de s'attarder un peu sur lui. Renseignez-vous sur Bill Russell, n'hésitez pas à consulter notamment la page Wikipédia, très bien faite, hyper complète. Il y a un super documentaire aussi sur Bill Russell que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc un joueur qu'on adore. Tu as autre chose à ajouter sur je voulais aussi un petit... c'est aussi une époque où il y avait aussi une grande rivalité avec Will Chamberlain. Ouais, très grosse rivalité. Un gros scoreur et qui a donné que 2 titres de champion. Pour un gars qui physiquement... Bill Russell, lui, on parle du physique de Bill Russell, mais Chamberlain, lui, c'était encore un autre niveau. Lui, c'était 2m16, c'était le monstre, quoi. Physiquement, il était au-dessus de tout le monde. Qui est considéré aussi à l'époque comme le meilleur défenseur de l'histoire. Oui, bien sûr. Bill Russell était considéré comme le meilleur défenseur. C'était peut-être le meilleur défenseur à cette époque-là, ça c'est sûr et certain. Mais même après, quand on voit tout ce qu'il a accompli, il y a notamment des histoires qui circulent, parce que les blocs, donc les contres, n'étaient pas additionnés, ils n'étaient pas calculés à cette époque-là dans les lignes de stats. Mais il y a des choses qui se disent, etc., qui évoquent en fait une saison de Bill Russell à 12 blocs par match.
Ce qui est plus qu'énorme, c'est c'est du jamais vu. À partir du moment où on a additionné les stats, il n'y a jamais eu ça qui s'est mis pour un joueur. Donc, Bill Russell, c'est un joueur extraordinaire, une légende absolue. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur lui. Et comme Patrick l'a très bien dit, il a privé quand même de titre le monument physique Will Chamberlain. Monsieur 100 qui points. était, voilà, Monsieur 100 points, qui était hors norme d'un point de vue physique, qui écrasait tout le monde. Mais Bill Russell, avec son intelligence de jeu, avec aussi cette rage de vaincre, cette rage de toujours prouver qu'il est à sa place, que c'est le meilleur, etc., il est allé chercher les titres 11 fois sur 13. Et je pense qu'il a aussi amené le basket à un autre level. Il a aussi amené ce côté... les Noirs peuvent jouer au basket même malgré les préjugés. Ils peuvent devenir des franchise players, et devenir des légendes. Et maintenant, on voit que le basket en lui-même est un basket où il y a des joueurs, où il n'y a pas de Noirs, Blancs, c'est juste une communauté de et basket. On joue de toute façon dans le monde entier, que ce soit en Chine, et on parle beaucoup du championnat chinois qui recrute souvent des stars NBA, ça joue en Europe, ça joue partout. C'est grâce aussi à un gars comme Bill Russell qui a osé aller contre peut-être les critiques, contre les problèmes de race, à une époque où on pouvait tout à fait insulter des personnes de couleur sans avoir de problème. Lui, il est allé contre ça, il a continué, il s'est battu. Et il y a autre chose qu'il faut aussi retenir, et ça c'est le mot de la fin, c'est que dans les règles NBA, quand le ballon est dans sa phase descendante et qu'un défenseur tape dans la balle, donc pour faire un bloc, le panier est accordé. Et ça, c'est à cause de Bill Russell. Parce qu'il faisait tellement de block shots, il empêchait tellement les adversaires de marquer, que les arbitres ont dit, ok, à partir de maintenant, on change la règle. Quand la balle est dans la phase descendante, c'est panier accordé. Parce que Bill Russell en fait trop. Donc, il a vraiment changé la donne, même jusqu'au niveau des règles élémentaires de basket. Il a vraiment amené le basket à... Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est quand un mec est tellement fort, est tellement dangereux, qu'on doit changer les règles. Il y a eu pas mal de règles changées avec Shaquille O'Neal, mais Bill Russell a fait changer une règle vraiment élémentaire du basket. Donc voilà, pour moi, c'est le mot de la fin. Pat, tu as quelque chose à ajouter par rapport à notre émission d'aujourd'hui? Non. Sauf, suivez-nous sur Facebook, YouTube. Suivez-nous, abonnez-vous, ça c'est le truc qu'on va vous dire à chaque fois. Mettez les pouces en l'air, donc les petits pouces bleus. N'hésitez pas à partager, parler de nous à vos amis qui aiment le sport en règle générale, le basket en particulier, mais ça peut peut-être intéresser des gens qui sont fans de sport. On est toujours présent sur YouTube. On continue notre petit bout de chemin. On essaye de faire quelque chose de bien. Alors il n'y a pas de décor, il n'y a pas vraiment de budget, il n'y a pas de possibilité pour l'instant en tout cas d'avoir des invités ou des trucs comme ça. Donc on fait ça un peu dans notre coin. On ne demande pas grand-chose aux gens. On fait notre truc, on y croit, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, on est heureux d'être suivis, même si c'est par peu de personnes. Mais merci, au moins, on sait que c'est les vrais qui nous suivent, les fidèles. Donc merci, respect. Ça se passe sur Crossover. Et à très bientôt.